Alors du coup, pour la correction de l'exercice 1, ici on vous demandait du coup de donner l'ensemble des nucléons et des électrons dans chacune des espèces chimiques qu'on vous donnait. On commençait du coup par le tritium. Donc j'ai un proton puisque je regarde du coup le numéro atomique. Donc j'ai un proton. Au niveau des neutrons, j'ai au total 3 nucléons, c'est-à-dire que du coup j'en ai 3 moins 1, donc 2 neutrons. Au niveau des électrons, je suis chargé neutre au total, donc j'ai autant de protons que d'électrons, donc j'ai un électron. Au niveau du carbone 14, du coup j'ai 6 protons, j'en ai 14 moins 6 au niveau des neutrons, c'est-à-dire j'en ai 8. Comme je suis neutre, j'ai autant d'électrons que de protons, donc j'ai 6 électrons. Au niveau du fluor, du coup j'ai 9 protons, 19 moins 9, 10 neutrons. Je suis neutre globalement, donc j'ai 9 électrons. Au niveau du magnésium, 24. J'ai 12 protons. 24 moins 12, 12 neutrons. Au niveau des électrons, je suis neutre, donc j'ai autant d'électrons que de protons, 12. Au niveau du plomb, 207. J'ai 82 protons. J'ai 207 moins 82, c'est-à-dire 125 neutrons. Je suis neutre, donc j'ai 82 électrons. Au niveau du plomb 208, j'ai toujours autant de protons. Par contre, au niveau des neutrons, j'en ai 208 moins 82, c'est-à-dire 126. Et j'ai 82 électrons. Au niveau du plutonium, 242. Donc j'ai 94 protons. 242 moins 94. Alors ça fait du coup 146 148 148 neutrons. Et au niveau des électrons, pareil, je ne suis pas chargé, donc j'en ai 94. Là, j'arrive aux ions, donc au fluor moins, c'est-à-dire plus précisément un anion. Alors, 9 protons, 19 moins 9, 10 neutrons. Par contre, ici, comme je suis chargé négativement, c'est-à-dire que j'ai un électron excédentaire. Donc, au place d'avoir 9, j'en ai 9 plus 1, c'est-à-dire 10. Donc, faites attention, un anion a des électrons en trop. Un cation en a en moins. Le sodium plus, donc j'ai 11 protons, 23 moins 11, 12 neutrons. Je suis chargé positivement. Donc du coup, positivement, j'ai perdu un électron, donc j'en ai plus que 10. D'accord ? 11 moins 1, ça fait 10. Au niveau du fer, 2 plus. Du coup, j'ai 26 protons, 56 moins 26, 30 neutrons. Au niveau des électrons, j'ai 26 moins 2, ça fait 24. Au niveau du plomb 2 plus, donc j'ai 82 protons. Alors c'était 204 le plomb. Ça, 204, oui. Alors du coup, ça fait 204 moins 82, ça fait 122. Au niveau des électrons, 82 moins 2, ça fait 80. Voilà. Alors du coup, dans l'exercice 2, on vous demandait de rappeler la définition de l'unité de masse atomique et de calculer sa valeur en grammes. Donc l'unité de masse atomique, par définition, c'est 1/12e de la masse du carbone 12. Ok. Et du coup, ça fait combien ?
puissance combien? Moins 14. Moins 24 normalement. Grammes, parce que c'est de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg. Forcément, c'est de l'ordre du coup de 10 puissance moins 24 grammes. Vous demandez ensuite de calculer les masses molaires de chacun des isotopes en grammes par mol, sachant que si on regarde les données, on vous donne les masses atomiques en unités de masse atomique unifiée. Donc par définition, la masse molaire, c'est exactement le même chiffre, mais en grammes par mol. D'accord? Ça vient du fait que du coup, l'unité de masse atomique, c'est 1/12 de la masse du carbone 12. Donc, les masses des noyaux en unité de masse atomique unifiée, ça correspond aux masses molaires en grammes par mol. C'est ce qu'on avait vu. On en vient à la troisième question, qui est du coup de déterminer les proportions de l'uranium-235 dans l'uranium naturel. Alors là, la seule information que l'on a, c'est la masse molaire de l'uranium naturel. Et nous, ce qu'on cherche, c'est X, qui est du coup la proportion d'uranium 235. Ça, c'est ce qu'on cherche. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Eh bien, du coup, on va exprimer la masse molaire de l'uranium en fonction de cette abondance. Alors, la masse molaire de l'uranium élément, par définition, c'est l'abondance de l'uranium 235 fois la masse molaire de l'uranium 235 plus l'abondance de l'uranium 238 fois la masse molaire de l'uranium 238. Ici, comme on n'a que deux isotopes, on peut arrêter la somme ici. OK? Ça, c'est directement ce qu'on cherche, c'est directement X. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Ça, on ne connaît pas. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Et ça également, c'est donné dans l'énoncé. Donc, ce qui nous embête, c'est cette fraction molaire ici de l'uranium 238. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Eh bien, on sait également que la somme des abondances fait 1. Donc, si je prends l'uranium 235, auquel je rajoute l'uranium 238, ça fait 100%, c'est-à-dire 1. Donc, l'abondance du coup de l'uranium 238, c'est donc 1 moins l'abondance de l'uranium 235. C'est-à-dire ici, dans le cas, 1 moins ce qu'on cherche. OK? Et donc ça, hop. Reste plus du coup qu'à trouver X, vu qu'on connaît tout le reste. On se trouve avec une équation du premier degré, et ça, vous savez résoudre. On se retrouve avec la masse molaire de l'uranium élément, c'est l'inconnu multiplié par la masse molaire de l'uranium 235, plus 1 moins l'inconnu fois la masse molaire de l'uranium 238. Pour résoudre une équation du premier degré, il faut rassembler d'un côté tout ce qui dépend de l'inconnu, de l'autre côté tout ce qui ne dépend pas de l'inconnu, et après du coup on isole l'inconnu.
Alors, on va dire qu'on met à gauche tout ce qui ne dépend pas de l'inconnu, à droite tout ce qui dépend de l'inconnu. Donc M2U, ça ne dépend pas de l'inconnu. X fois l'uranium 235, il y a l'inconnu devant, donc on laisse. 1 fois la masse molaire de 238, ça ne dépend pas de l'inconnu, donc je vais faire passer de l'autre côté. En faisant passer de l'autre côté, je vais avoir un moins. Donc, moins masse molaire de l'uranium 238. Moins X fois la masse molaire de l'uranium 238, ça dépend de l'inconnu, donc je le laisse de ce côté-là. Et donc je vois que sur le côté droit, je peux factoriser par X. Et donc au final, X, en divisant, ça donne donc mon inconnu, c'est la masse molaire de l'uranium élément moins la masse molaire de l'uranium 238 divisé par, je mets mon 5 ici, la masse molaire de l'uranium 235 moins la masse molaire de l'uranium 238. Et il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors, j'ai dit que ça faisait donc la masse molaire de l'uranium 235,0439 moins 238. Non, c'est 238, excusez-moi. 238,0289 moins 238,0508 divisé par 235,0439 moins 238,0508. Et ça fait du 7,3 10-3. Attention, c'est de la valeur absolue, donc il faut que je mette en pourcentage. Donc ça me fait du 0,73%. Alors c'est normal de trouver quelque chose qui est tout petit, puisqu'on voit que la masse molaire de l'élément, elle est quand même très très proche de la masse molaire de l'uranium 238. Donc on a quand même principalement du 238. Et donc très peu de 235. Si on est à peu près au milieu, on aurait 50-50. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment beaucoup plus de 238 qu'on a de 235. Donc dans l'exercice 3, on vous parlait un peu de l'élément magnésium. On vous disait qu'il avait 3 isotopes stables et un instable. Et on vous disait de justifier que c'était bien l'isotope 4 qui était instable, parce que c'était l'isotope qui avait une abondance qui était nulle. Donc pourquoi? Cet isotope est instable. C'est-à-dire qu'il n'existe pas à l'état naturel. Donc son abondance est nulle. D'accord? On demande ensuite de compléter le tableau suivant. Je vais recopier. Donc on avait 4 isotopes. Il y avait la masse molaire exprimée en grammes par mol de chacun des 4 isotopes, sauf un manquant. Au
Au niveau de l'abondance, c'est pareil. Il en manque un. Et au niveau des nombres de masse, il en manque 3. Alors, qu'est-ce qui est facile à compléter? Bon, l'abondance est plus facile puisqu'on sait que la somme fait 1. D'accord? Donc celle qui manque ici, ben, c'est complémentaire de ce qu'on a déjà dans le tableau. Donc ici, il faut faire du coup 100%, moins 10, moins 11,01. On fait 100, moins 10. Ça fait 78,99. C'est ça? Bon, la masse molaire, souvent, c'est un peu plus chiant. On va passer aux autres cases. Alors, les nombres de masse. Comment est-ce que je pourrais trouver les nombres de masse qui me manquent? Je regarde les informations que j'ai. Bon, le numéro, ça, on s'en fout. On a la masse molaire, on a l'abondance. L'abondance ne donne aucune information sur le nombre de masse. Ce qui va donner l'information sur le nombre de masse, c'est la masse molaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu en cours que la masse molaire, c'était environ le nombre de nucléons qu'on avait. Puisque un nucléon, c'est à peu près une unité de masse atomique unifiée. Donc ici, elle fait combien à peu près la masse molaire? 25. Donc il y en a 25. Ici, ça fait à peu près 26. Et ici, ça fait à peu près 28. Attention, arrondissez, hein, prenez pas juste la partie entière. C'est bon pour tout le monde? Donc ça vient du fait qu'en fait, un nucléon, ça a une masse d'environ une unité de masse atomique unifiée. Manque ici, du coup, la masse molaire, et donc on espère avoir un résultat qui est proche de 24. Moi, ça vous donne une indication. Si vous n'avez pas trouvé un résultat qui est proche de 24, c'est que vous êtes trompé. Eh bien, on fait comme d'habitude, on exprime la masse molaire ici donc de magnésium. C'est donc l'abondance de l'isotope 1 fois sa masse molaire, plus l'abondance de l'isotope 2 fois sa masse molaire, plus l'abondance de l'isotope 3 fois sa masse molaire, plus l'abondance de l'isotope 4 fois sa masse molaire. Dans le tableau, on a quasiment tout, on a toutes les abondances. Il manque juste la masse molaire de l'isotope 1 qu'on peut donc isoler. C'est toujours une équation du premier degré et donc la masse molaire de l'isotope 1, ça donne donc la masse molaire de l'élément magnésium moins la fraction molaire de l'isotope 2 fois la masse molaire de l'isotope 2 fois la fraction molaire de l'isotope 3 fois sa masse molaire moins la fraction molaire de l'isotope 4 fois sa masse molaire, le tout divisé par l'abondance de l'isotope 1. Attention, n'oubliez pas de convertir les pourcentages. OK? C'est-à-dire que sur ma calculatrice, je ne vais pas taper 78,99, je vais taper 0,7899. D'accord? Alors, ça me fait masse molaire du magnésium 24,305 moins. Alors, du coup 0,10
fois 24,9816 moins 0,11 fois 25,983. Bon, moins 0 fois quelque chose, ça fait 0. Hein. Divisé par x1, divisé du coup par 0,7899. Et ça fait 23,98, si j'arrondis, 5. C'est proche de 24, ça me va. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? Très bien. Enfin, on vous dit, pour l'isotope 24, calculez la somme des particules constituant l'atome et comparez à la masse atomique de l'isotope. Donc, on a le magnésium 24. Si on veut faire la somme, il faut savoir combien on a de neutrons, combien on a de protons. Donc, il faut déjà connaître le nombre de protons qu'il y a dans le magnésium. Ça, vous savez, parce que vous connaissez votre question périodique. Le magnésium a combien de protons? 12. Donc, il a 24 moins 12, 12 neutrons, 12 protons aussi. Et donc, si on fait 12 fois la masse d'un neutron plus 12 fois la masse d'un proton, ça fait combien? Je vous rappelle, les valeurs sont dans votre document de cours. D'accord? C'est pour ça qu'on ne vous les redonne pas dans l'énoncé, on ne vous demande pas de les connaître par cœur. Hein. On vous les donnera le jour de l'examen. Ça fait donc 12 fois 1,0073 plus 12 fois 1,0087. Et donc ça fait 24,192. Unité de masse atomique unifiée. Si on compare à la masse molaire, que j'ai bien entendu effacer, c'était combien la masse molaire? 23,985. Et donc la masse du coup de l'isotope, c'est 23,985, unité de masse atomique unifiée, puisque grammes par mol en masse molaire ou la masse atomique en unité de masse atomique unifiée, c'est exactement la même chose. Et bien, du coup, ici, on a bien le fait que la masse réelle est bien inférieure à la somme des masses, et donc ça, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Alors, il vaut combien ici le défaut de masse? Il vaut alors 24,192 moins 23,985. Il vaut 0,207. Unité de masse atomique unifiée. Alors dans cet exercice 4, on vous dit que le chlore possède deux isotopes, le chlore 35 et le chlore 37, dont les abondances sont respectivement de 75% et de 25%.
on vous demande tout d'abord de vous dire combien il existe de molécules différentes de type Cl2. Donc combien Cl2 a d'isotopomères. Donc dans le chlore, dans le dichlore, il y a 2 atomes de chlore. Donc du coup, ces 2 atomes de chlore peuvent avoir chacun 2 isotopes différents. Donc au total, il y en a 3 différents. Soit les 2 atomes de chlore sont des chlore 35, soit on a un chlore 35, un chlore 37, soit les 2 chlores sont 37. D'accord ? 35, 37 ou 37, 35, c'est exactement la même chose, hein, puisque les 2 atomes de chlore sont indiscernables. Et on vous demande du coup quelle est la masse molaire en grammes par mol de chacun de ces isotopomères et leur proportion relative dans le dichlore naturel. Donc si on fait un arbre de probabilité, le premier chlore, il est soit chlore 35, soit il est chlore 37. Le deuxième chlore, pareil, il est soit 35, soit 37, soit 35, soit 37. Pour le premier atome de chlore, du coup on a dit que pour le chlore 35, on a 75% de chance d'avoir du chlore 35, 25% de chance d'avoir du chlore 37. Pour le deuxième, c'est pareil. Si je regarde les différentes branches de mon arbre de probabilité, ici j'obtiens le premier isotopomère, le 35-35. Sur ces 2 branches qui sont ici, j'obtiens le deuxième isotopomère. D'accord ? Les 2 conduisent au même isotopomère, qui est le 35-37. Alors que la dernière branche conduit à l'isotopomère 37-37. Ok ? Ça vraiment, vous savez faire des arbres de probabilité. Hein. Vous avez vu ça en terminale. Donc ici, quelle est la probabilité du coup de se retrouver ici ? Du coup, c'est le produit des 2 probabilités, ici, de 75%. Donc ça correspond du coup à 75% au carré. Alors, 0,75 fois 0,75, ça fait du coup 56,25%. Ici, quelle est la probabilité de se retrouver avec le deuxième isotopomère ? Là, vous voyez, j'ai 2 branches, donc il faut sommer les probabilités des 2 branches pour trouver du coup la probabilité d'avoir cet isotopomère-là. Donc ça fait donc 0,75 fois 0,25 plus 0,25 fois 0,75. Et donc au final, je me retrouve avec 37,5%. Et ici, on a 25% d'avoir à chaque fois un atome de chlore 37. Et donc, je me retrouve avec 6,25%. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est bien de compter toutes les probabilités possibles. Et donc, ici, dans le chlore 35-37, les 2 façons d'avoir. Je vous rappelle que la somme doit faire 1. Donc, si la somme ne fait pas 1, c'est que vous avez oublié une des branches, tout simplement. On vous demandait également leur masse molaire. Donc là, les masses molaires s'ajoutent. Donc ici, la masse molaire du chlore 35, ça fait donc 34,9688 fois 2. Donc ici, la masse molaire, elle est de 69,9376 grammes par mol. Je vous rappelle que si on vous donne la masse atomique en unité de masse atomique unifiée, c'est pareil que d'avoir la masse molaire en grammes par mol. Ici, donc du 35-37, ça me fait 34,9688 plus 36,9659. Ça fait donc du 71,93
47 grammes par mol. Et enfin, le 37,37, ça fait du 36,96,59 x 2. Ça fait une masse molaire de 73,9318. Et donc, grammes par mol. Excusez-moi. Et donc, si je veux la masse molaire du dichlore, eh bien, il faut faire la probabilité fois ça, plus la probabilité fois ça, plus la probabilité fois ça. Et ça donne la masse molaire du dichlore. Ou plus simplement, je prends la masse molaire pondérée d'un atome de chlore et j'ajoute la masse molaire pondérée du deuxième atome de chlore. Ça donnera exactement le même résultat. Et donc vous voyez que c'est beaucoup plus simple de faire la masse molaire de chaque élément plutôt que de compter le nombre d'isotopomères qu'il y a pour chacune des molécules. Et encore là, on n'a pris que 2 atomes. Hein. Voilà, 3 atomes, ça fait encore plus de branches, donc ça devient encore plus compliqué. D'où l'intérêt d'avoir introduit ici la notion d'élément, et donc on a juste à sommer les masses molaires des différents éléments, plutôt que de compter chacun des isotopomères.